Bonjour et bienvenue dans Terre d'asphalte. Au sommaire de ce 29e numéro, nous partirons au sud de la Corse pour découvrir sous le soleil la nouvelle Audi S1, la version sportive de la 1. Nous irons ensuite en Italie, du côté de Florence, en Toscane, prendre le guidon de la nouvelle Vespa GTS 300, puis nous rendrons enfin dans les montagnes du sud de l'Allemagne pour découvrir la nouvelle Volkswagen Polo avec un tout nouveau moteur 3 cylindres diesel de 90 chevaux. Allez, en route! L'A1 est le deuxième modèle Audi le plus vendu. Lancée en 2010 en 3 portes, elle s'agrémente cette année d'une version plus sportive avec la S1. En 2012 apparaissait la Sportback avec ses 5 portes et une série limitée d'A1 Quattro avec 256 chevaux. La démarche est différente pour la nouvelle Audi S1 qui intègre la gamme S du constructeur allemand et n'a plus rien de commun avec la 1 Quattro. La ligne, le moteur, les suspensions et même la direction, rien n'a été repris de celle-ci. Esthétiquement, la nouvelle S1 intègre déjà des éléments que recevra la A1 pour son restylage en début d'année 2015. La nôtre est une 5 portes avec son toit et ses arches noires qui contraste à merveille avec le jaune Vegas de la carrosserie. La large et haute calandre descend jusqu'à la base du bouclier où se trouvent les entrées d'air. Elle arbore le sigle S1 aux côtés des 4 anneaux. De part et d'autre du capot légèrement nervuré, les nouvelles optiques Xénon trouvent leur place. Elle donne à la S1 un regard très déterminé de face mais aussi de profil avec les 4 flèches imbriquées. Le profil de cette petite auto semble visuellement allongé par ce duo de coloris très remarqué. On relève aussi les jantes 18 pouces de série, une spécificité sur le marché français, et les rétroviseurs spécifiques à la S1. L'arrière est assez trapu mais pas beaucoup plus qu'une A1 standard. On relève le béquet dans le prolongement du toit, les 2 feux à LED et bien sûr le logo S1. À la base du bouclier se niche un discret diffuseur et 2 doubles sorties d'échappement chromées. La S1 affiche sa sportivité mais avec élégance. Sous le capot se niche le moteur bi-injection 2 litres TFSI associé à une boîte manuelle à 6 rapports, la S-Tronic n'étant pour l'heure pas proposée. S'il est identique à celui de la S3, le bloc de la S1 est ramené à 231 chevaux, une puissance jugée suffisante par Audi pour la taille de l'auto. À la conduite, le plus intéressant n'est pas forcément sa puissance, mais son important couple de 370 Nm disponible très bas à partir de 1600 tours par minute et jusqu'à 3000 tours par minute. En montagne, il n'est du coup pas nécessaire de tomber un rapport pour négocier un virage. Le moteur sait reprendre très bas, sans le moindre à-coup et avec une belle vivacité. Bien sûr, pour profiter de meilleures performances, il faut optimiser ses changements de rapport. Les 5 premiers sont courts pour plus de vivacité. Le 6e est plus long pour consommer moins. Quoi qu'il en soit, la sélection est facile, rapide et précise. Seule la coudoir centrale peut gêner selon la taille du conducteur et la position du siège. La répartition du couple de la transmission intégrale favorise la sportivité avec un couple qui peut dans certains cas être intégralement transmis sur le train arrière, équipé d'une suspension multibras pour la précision du ressenti. La gestion des 4 roues motrices permet aussi de favoriser la motricité des roues à l'extérieur d'une courbe pour pouvoir la passer plus vite. La S1 est très vive, comme on s'en doute, par les performances annoncées du moteur et sa compacité, mais aussi très facile à prendre en main, notamment grâce aux 3 modes de conduite disponibles. Il joue sur la réactivité à l'enfoncement de la pédale, la sonorité du moteur, les lois d'amortissement, mais aussi la direction assistée électronique, c'est-à-dire sans liaison mécanique, une technologie qu'inaugure la S1. En mode dynamique, cette S1 est un vrai régal sur les routes secondaires grâce à la finesse de son ressenti sur le train avant et à la très grande disponibilité de sa motorisation. Son amortissement réglable garantit, malgré les jantes de 18 pouces, un confort pas trop spartiate lorsque l'heure est à une conduite plus douce, en mode auto par exemple.
L'intérieur donne dans la sportivité avec des sièges baquettes de série à l'avant. L'assise est agréable, on est bien maintenu sans pour autant être engoncé pour un usage quotidien. L'accès aux places arrière est facilité avec notre carrosserie 5 portes. L'assise est confortable, mais bien sûr, la place pour les jambes est réduite. Le coffre n'est pas très grand non plus, mais suffisant pour un usage courant. Le tableau de bord reste très sobre, en dehors du sigle S1 et du régime Maxi du Contour. Ce sigle est également apposé à la base du joli volant à la préemption parfaite. Juste à côté, on relève le bouton de démarrage sans clé de série sur la S1. Tout en haut de la console centrale, l'écran donne accès à la navigation, mais aussi aux 3 modes de conduite qu'on sélectionne aisément à l'aide des boutons Drive Select tout en bas ou plus simplement Car. On peut aussi passer par le bouton Menu pour avoir accès à tout via la molette. La plupart des indications sont rappelées sur l'écran entre les deux compteurs du tableau de bord pour ne pas trop quitter la route des yeux. Dans l'ensemble, la finition est très soignée et l'ergonomie réussie pour se sentir parfaitement à l'aise à bord. L'Audi A1 aura mis 5 ans à entrer dans la gamme S avec le lancement de cette S1, mais force est de constater que le résultat est particulièrement convaincant. Elle est la moins puissante des S, mais elle a l'avantage de sa compacité qui en fait une auto particulièrement agile et facile à prendre en main. La transmission intégrale, réglée pour privilégier la sportivité, et les premiers rapports de boîte courts servent parfaitement la vitalité du moteur 2 litres TFSI. La puissance de 231 chevaux n'est pourtant pas ce qui s'apprécie le plus au volant de cette S1. Le plus agréable est son couple maximal, disponible très bas, dès 1600 tours par minute. Très pertinent pour une conduite en souplesse, sans trop devoir solliciter la boîte de vitesse, ce couple important permet de tenir un bon rythme en soignant sa conduite plutôt qu'en jouant de la boîte. Quoi qu'il en soit, que votre humeur soit à la sportivité ou non, cette S1 se montre à son aise dans la plupart des situations. Les suspensions réglables complètent ce joli tableau pour se faire plaisir sans sacrifier la qualité de confort. Finalement, il ne lui manque pour l'heure que la possibilité d'avoir la boîte S-Tronic. Pour le reste, cette S1 est certainement une des plus amusantes et faciles petites sportives du moment. On peut hésiter avec la Mini Countryman John Cooper Works en boîte de vitesse manuelle et transmission intégrale à partir de 36 900 € ou pourquoi pas la Citroën DS3 Racing avec ses 202 chevaux, boîte de vitesse manuelle également mais sans transmission intégrale à partir de 32 490 €. De notre côté, on aime bien la vitalité du moteur de 231 chevaux, le comportement dynamique de cette S1, le mode dynamique très pertinent, et on aime un petit peu moins la boîte S-Tronic qui n'est malheureusement pas disponible à l'heure actuelle, la position de l'accoudoir central et le mode Efficiency qui n'est pas forcément très utile. On termine avec la fiche technique de l'Audi S1, elle est disponible en 3 portes à partir de 33 900 € ou en 5 portes pour 700 € de plus. Les chiffres pour la 5 portes sont entre parenthèses sur cette fiche technique. Quelques valeurs à relever. Le couple très important de 370 Nm, disponible très bas, dès 1600 tours par minute. Une masse à vide assez faible à 1315 kg pour la version 3 portes. Et un 0 à 100 qui s'effectue en 5 secondes 8. Après le Primavera et le Sprint, c'est maintenant au GTS de se renouveler dans la gamme Vespa pour attaquer la saison 2014. Vespa ne révolutionne pas le GTS, mais le peaufine pour 2014. Il faut reconnaître qu'on ne change pas aussi aisément une légende, surtout si, comme celle-ci, elle s'accompagne d'un traitement assez haut de gamme chez la célèbre marque italienne. L'important est donc d'en garder l'esprit lorsqu'on regarde la Vespa GTS, mais aussi lorsqu'on en prend le guidon. La guêpe change donc peu, on retrouve les canons du style Vespa avec à l'avant le phare rond tout en haut de la colonne des directions. En dessous, l'incontournable cravate sur l'avant de l'habillage est modifiée.
Elle se compose désormais de 3 ouvertures horizontales surlignées par un peu de chrome pour le style. Du chrome qu'on retrouve un peu partout sur le GTS, notamment avec une barrette qui fait tout le tour du tablier. Tout l'habillage est en acier comme il se doit, pas de plastique sur cette Vespa, même pour le garde-boue avant surmonté d'un petit emblème chromé. C'est l'occasion de s'attarder sur la nouvelle suspension ESS qui équipe le GTS. On note bien sûr les caches des clignotants blancs pour ajouter une touche d'élégance et l'arrivée de feux diurnes à LED intégrés. Le traitement des clignotants est identique sur l'arrière, en blanc eux aussi. Le gros feu trapézoïdal est maintenant entouré de chrome. Juste au-dessus, notre GTS est équipé d'un porte-paquet entièrement chromé lui aussi et articulé. Tout en bas, le moteur est assez compact pour sa cylindrée, alors que de l'autre côté, l'échappement pourrait être plus valorisant pour un 300 cm3. Enfin, pour la sécurité, l'ABS 2 canaux est disponible, tout comme le contrôle de traction. À la conduite, on retrouve instantanément ses marques. Cette Vespa, toute d'acier vêtu, est lourde, mais son centre de gravité est bas et l'angle de braquage très serré comme il se doit. Le GTS est donc particulièrement maniable, il sait se faufiler en ville, mais aussi se montrer très agile en dehors, même si bien entendu, il se dandine un peu en courbe si le revêtement n'est pas parfaitement nivelé. Mais bon, ceci fait partie intégrante de la Dolce Vita, et de toutes les façons, on ne fait pas des chronos au guidon, ce n'est pas le but. Son poids élevé n'est pas compensé par le dynamisme du moteur pour des relances franches, il faut soigner sa trajectoire et son allure. Le confort du train avant permet de rester serein au guidon, mais l'amortissement arrière est moins convaincant lorsque l'asphalte n'est pas régulier. Le freinage n'est pas le meilleur de la catégorie, surtout l'avant qui manque de mordant lorsqu'on saisit le levier. Il faut nettement solliciter le levier du frein arrière. Avec une conduite souple par obligation et un freinage peu incisif, l'ABS ne s'est forcément pas montré intrusif. C'est aussi le cas du contrôle de traction qui n'a, en dehors de pavés mouillés ou de gravier par exemple, aucune chance de rentrer en fonction. Le GTS peut se montrer véloce, mais il est avant tout dédié à la balade bucolique ou à un usage urbain serein. Dans cette optique, Vespa a d'ailleurs soigné l'accueil au guidon du GTS. La selle, beige sur la finition standard, est annoncée comme plus confortable. Objectivement, elle l'est, tout comme l'emplacement pour mettre les pieds qui est suffisamment vaste. Sous la selle, l'espace est augmenté pour accueillir 2 casques, mais ce ne sont que des jets de petite taille. Un intégral ne rentre pas, même pas un jet avec une grande visière selon la taille de la calotte. C'est dommage. On apprécie par contre les 2 prises USB, une dans le rangement dans le tablier non loin de la trousse à outils, pratique pour recharger un téléphone par exemple, et l'autre directement à l'extérieur et protégée par un petit capuchon si on ne s'en sert pas. Elle permet de brancher un smartphone ou un GPS si ce dernier n'utilise pas une prise 12 volts puisqu'il n'y en a pas. Le tableau de bord est parfaitement lisible et joliment éclairé en bleu clair. Avec le bouton mode, on fait défiler les totalisateurs. La jauge et l'heure sont présentes en permanence et c'est tout. Il n'y a rien d'autre si on n'opte pas pour l'appli iPhone qui donne accès à de nombreux autres paramètres, pas toujours utiles, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, la finition et l'équipement sont tout à fait agréables à l'œil comme au toucher. Au final, on ne peut pas dire que le nouveau GTS 300 va révolutionner la Vespa ni même la précédente génération de GTS. L'idée est de l'améliorer et c'est vrai que de ce point de vue, c'est plutôt réussi, y compris à la conduite. On regrette malgré tout l'embonpoint de l'engin qui l'empêche de profiter de toute la tonicité du moteur de 300 cm3. Du coup, le contrôle de traction ne semble pas franchement utile, on aurait plutôt aimé disposer d'un freinage plus incisif pour mieux gérer les situations d'urgence. On aurait aussi aimé avoir un coffre un peu plus grand et un tableau de bord plus complet. Quoi qu'il en soit, avec le GTS 300, Vespa propose un scooter très facile à prendre en main. La polyvalence est au service d'une certaine douceur de vivre qu'on ressent immédiatement au guidon. Si vous avez une conduite nerveuse, ce scooter n'est pas pour vous, le GTS rend zen. C'est de cette façon qu'on en profite.
On peut hésiter avec une autre production italienne d'une cylindrée comparable, le Piaggio Beverly Sport Touring de 350 cm3 avec l'ABS à partir de 5 599 €, ou pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas le permis mais qui veulent tout de même un 300 cm3, le Piaggio MP3 Urban LT 300 à partir de 6 299 €. De notre côté, on aime bien sur cette Vespa GTS 300 l'agrément de conduite, l'équipement de série enrichi, le style préservé et toujours atemporel, et on aime un petit peu moins la vivacité pour un 300 cm3, l'espace sous la selle qui est trop juste, et le tableau de bord qui est minimal. On termine avec la fiche technique du Vespa GTS 300, il est disponible à partir de 4 999 €. C'est exactement le même tarif que le GTS 125 avec l'ABS et la SR. Pour le 300, il faudra compter 300 € de plus pour avoir ces deux équipements. Deux points à relever sur cette fiche technique, la puissance et le poids. La puissance tout à fait correcte dans la catégorie, mais le Vespa GTS avec son habillage en acier est un scooter qui est lourd, d'ailleurs le poids n'est pas communiqué. La Polo s'est vendue à 14 millions d'exemplaires. Pour poursuivre ce succès, elle s'offre un restylage, des équipements et un nouveau 3 cylindres. En 2014, la Volkswagen Polo change, mais peu, du moins visuellement. Il n'est en effet pas très aisé, sans un œil averti, de distinguer au premier coup d'œil la nouvelle Polo de l'ancienne. Malgré tout, il y a quelques changements à relever. L'avant de la Polo est légèrement plus affirmé en étant un peu plus sportif, avec notamment des entrées d'air plus larges. Des joncs chromés soulignent quelques éléments du bouclier et de la calandre sur notre finition, par exemple autour des anti-brouillards. La nouvelle Polo s'offre aussi de nouvelles optiques à LED avec deux parties bien distinctes. Elle gagne un peu en style, mais aussi en confort avec un éclairage plus proche de la lumière du jour. Le profil de la Polo évolue pour sa part encore moins, car en dehors de nouvelles jantes disponibles en option en 17 pouces, rien ne change réellement. Les changements ne sont pas vraiment plus importants à l'arrière. Le bouclier est un peu plus trapu pour donner de la prestance à la Polo et intègre les réflecteurs. Les feux ont du coup été redessinés avec un effet de relief à l'intérieur. Bref, de l'extérieur, peu de choses changent sur la Polo 2014. C'est sous le capot qu'on trouve le plus gros changement avec notamment l'arrivée d'une nouvelle motorisation. Il s'agit d'un 3 cylindres diesel 1,4 litre de 90 chevaux, ici couplé à une boîte de vitesse automatique DSG. Ainsi équipée, la nouvelle Polo offre de nouvelles sensations de conduite. Ce moteur diesel donne à la Polo une belle vivacité à une allure modérée. Le 3 cylindres se distingue du 4 cylindres par des reprises plus convaincantes à bas régime et plus généralement dans la plage d'utilisation courante. Ce n'est pas le jour et la nuit non plus, mais le supplément de couple apporte un certain confort d'utilisation sans perdre en dynamisme si le rythme devient un peu plus enjoué. Certainement qu'avec ces caractéristiques, la boîte DSG est moins sollicitée lorsqu'il s'agit de nous relancer et permet ainsi de gagner en confort en usage quotidien. Le revers de la médaille, ou l'atout selon le point de vue de chacun, est la sonorité du 3 cylindres. Sa musicalité est en effet très différente de celle d'un 4 cylindres. Si avec un moteur essence on trouve un petit cachet sportif à l'oreille, avec ce bloc diesel ce n'est pas le cas. La sonorité est plus qualitative qu'avec un 4 cylindres, mais elle est aussi plus présente dans l'habitacle, même si Volkswagen a fait un effort. Nous avons trouvé ceci plutôt sympa pour notre part. Quoi qu'il en soit, cette petite Volkswagen s'est montrée tout à fait agréable à conduire, avec un mixte parfait entre la vivacité et l'agrément pour un usage quotidien sans contrainte. À son aise partout, elle sait aussi quitter les centres urbains sans perdre de son agrément. L'intérieur de notre Polo s'est révélé accueillant avec, malgré son gabarit, de la place pour les passagers à l'arrière et un coffre au volume pas ridicule du tout. À l'avant, on a de l'espace et un maintien correct, mais on fait face à un aménagement des plus sobres qui manque sans doute un peu d'audace. La console centrale, coiffée des deux aérateurs, accueille le tout nouveau système d'infodivertissement qu'on a vu apparaître avec l'arrivée de la Golf 7. On profite donc du capteur de proximité
qui permet au GPS d'afficher une plus grande carte tant qu'on n'approche pas le doigt de l'écran tactile. Cet écran donne accès à toutes les fonctions du bout des doigts pour la navigation, la musique ou les informations sur la Polo, notamment notre performance d'éco-conduite ThinkBlue pour celui qui veut consommer un peu moins. Le tableau de bord possède un afficheur numérique au centre pour rappeler tout un tas d'informations au choix avec, si on le souhaite, les indications du GPS pour une lecture plus simple sans trop devoir quitter la route des yeux. Sur le volant, à la préemption agréable, on retrouve les boutons pour commander tout ceci, mais aussi le régulateur de vitesse adaptatif qui fait son apparition sur la Polo, tout comme d'autres équipements tels que le freinage post-collision ou le freinage d'urgence en ville. Au final, on ne peut pas dire que ce restylage de la Polo soit très visible, mais il n'est pas négligeable pour autant, puisqu'en dehors de l'esthétisme, cette livrée 2014 apporte dans ses bagages un certain nombre de nouveautés intéressantes. Il y a bien entendu une grande partie de l'équipement de sécurité et de confort qu'on avait découvert avec l'arrivée de la Golf, mais aussi le nouveau moteur 3 cylindres diesel de 90 chevaux. Plus économe sur le papier, il est apparu tout à fait agréable et pertinent à l'usage en ville comme en dehors. Le seul bémol est sa sonorité qui, par nature plus importante que sur un 4 cylindres, est donc plus présente dans l'habitacle. Pour le reste, la Polo apparaît plus que jamais comme un parfait choix de raison pour un usage quotidien face aux stars françaises de la catégorie. On peut hésiter avec la Peugeot 208 5 portes 1.6 litre IHDI 92 à partir de 18 300 €, ou pourquoi pas la Renault Clio Énergie DCI 90 à partir de 18 500 €. De notre côté, on a bien aimé l'agrément de ce 3 cylindres, l'équipement qui est nettement enrichi et l'agrément général de la Polo. On aime un petit peu moins le style intérieur peu audacieux, la sonorité du 3 cylindres et le style qui est finalement très peu changé. On termine avec la fiche technique de la Volkswagen Polo 1.4 litre TDI 90 avec la boîte manuelle à 5 rapports. Elle est disponible à partir de 17 250 €. La nôtre, qui était équipée d'une boîte automatique à 7 rapports, l'est à partir de 20 650 €. On relève quelques points intéressants avec ce petit moteur 3 cylindres diesel. D'abord le couple, qui est disponible très bas, à partir de 1500 tours par minute. Ensuite les émissions de CO2, qui sont très basses, à partir de 88 grammes par kilomètre. Et bien entendu, la consommation mixte de 3,4 litres au 100 km. On parle bien sûr d'une consommation officielle. Et voilà, c'est terminé pour ce 29e et dernier numéro de Terre d'Asphalte. Nous espérons que vous avez appris plein de choses sur les dernières nouveautés auto et moto à nos côtés. Tous les numéros de Terre d'Asphalte sont à revoir dès maintenant sur internet. N'hésitez pas à les consulter. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!